Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme Si, dans lequel on continue sur l'histoire de l'hypnose et nous allons faire un petit détour, puisque ça fait partie un peu de cette histoire, par l'historique des thérapies brèves, en parlant de la deuxième moitié du XXe siècle. En fait, quand on arrive au début de la deuxième moitié du XXe siècle, juste après la guerre, on peut dire qu'on entre vraiment dans le siècle des psychothérapies. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la psychothérapie va naître et se diversifier. Auparavant, dans la première moitié du XXe siècle, et au moins jusqu'à la mort de Freud, le modèle psychanalytique est totalement prédominant et il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour de nouvelles choses qui pourraient prendre de l'ampleur. Mais à partir des années 50, les choses vont se diversifier, et notamment aux États-Unis. Et en général, on appelle les thérapies brèves un certain nombre de modèles de psychothérapie qui sont nés aux États-Unis dans la deuxième moitié du XXe siècle. En France, ça va mettre un petit peu plus de temps, comme souvent, mais aussi du fait que la psychanalyse va perdurer et va même prendre de l'ampleur et prendre de la force grâce à un grand penseur de la psychanalyse qui s'appelle Jacques Lacan. Et Jacques Lacan, d'ailleurs, a contribué aussi à donner cette image un peu négative de l'hypnose en France, puisque au congrès fondateur de son école, en 1956 à Rome, il a carrément interdit à ses élèves de pratiquer l'hypnose et un certain nombre d'états de conscience. Effectivement, avec du recul, on peut analyser les choses en se disant que Lacan avait toujours cette image d'hypnose à l'ancienne, d'hypnose à la Charcot, d'hypnose que Freud avait voulu fuir, et finalement c'est presque, comme je le disais, presque pour des raisons éthiques, pour des raisons d'éviter la suggestion que Lacan s'opposera à l'hypnose. Et quand encore aujourd'hui on écoute certains historiens de la psychanalyse, il n'y a pas longtemps il y a eu une célèbre historienne de la psychanalyse qui est passée dans une émission où elle a parlé de l'histoire de l'hypnose, et on peut dire qu'elle a dit beaucoup d'inexactitudes et de choses avec lesquelles on pourrait être en désaccord, parce qu'elle a une vision de l'hypnose qui est vue depuis la psychanalyse et qu'elle n'a sûrement pas connu les apports d'Erikson et les apports d'un certain nombre d'autres de ses suiveurs. Elle a une vision déformée, un peu étriquée, un peu réduite de l'hypnose. Mais j'ai certains écrits de Lacan qui me font dire que s'il avait connu Erikson, je suis sûr qu'il aurait vraiment changé d'avis sur la question, et il y a un certain nombre de choses qu'il a dites ou écrites plutôt vers la fin de sa vie qui peut-être créent quelques ponts, mais ce n'est pas le débat. Là, je reviens sur mes thérapies brèves de l'autre côté de l'Atlantique. Les thérapies brèves sont nées d'un désir pragmatique de faire avancer des thérapies, de faire avancer des processus de changement sans passer par le dispositif long, lourd et coûteux d'une cure psychanalytique, pour simplifier. Dans le propos qui va suivre, je vais m'inspirer pas mal de la façon que Dominique Méglet, qui est un psychiatre et qui pratique l'hypnose et les thérapies brèves, qui est très connu dans le monde de l'hypnose et les thérapies brèves pour ses excellents livres et ses excellentes conférences, et dans son ouvrage Les thérapies brèves, il présente un petit peu les choses de la même manière. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, un certain nombre de facteurs ont poussé à ce que les thérapies brèves émergent. Que ce soit pour les thérapies brèves ou pour n'importe quelle autre découverte, les découvertes ne peuvent émerger que dans un contexte. Il y a parfois des théories qui ont du succès longtemps après, c'est parfois qu'elles ont été émises pas au bon moment. Et le plus souvent d'ailleurs, c'est même le contexte qui détermine un petit peu le genre de théorie qui va être créée, un petit peu comme les conditions atmosphériques déterminent un petit peu les processus de l'évolution dans les théories biologiques, comme les contextes sociaux vont déterminer un certain nombre de croyances et d'habitudes sociales. Bref, de la même manière, l'émergence des thérapies ne se fait pas par hasard. Que se passe-t-il au début de la deuxième moitié du XXe siècle et qui va pousser à l'émergence de thérapies dites brèves? On peut donner quelques facteurs à titre d'exemple. Le premier de ces facteurs, c'est par exemple les assurances privées. Comme vous le savez, aux États-Unis, les assurances privées tiennent une place beaucoup plus importante. On en parle de plus en plus en France, des mutuelles, des assurances privées par rapport à la sécurité sociale publique, etc. Il y a eu des débats aussi aux États-Unis, mais dans tous les cas, les assurances privées tiennent une place importante et déterminent ce qu'elles vont rembourser aussi en fonction de facteurs statistiques et de facteurs financiers. Et il y avait une certaine pression économique à créer des thérapies qui auraient un objectif, qui pourrait répondre à un certain nombre de critères et dont on pourrait mesurer l'efficacité sur des durées plus courtes. Et une des raisons d'ailleurs pourquoi les thérapies brèves s'appellent brèves, c'est aussi de la part des créateurs une sorte d'argument de représentation, d'argument de vente. En vérité, bref est plutôt un mauvais terme. La brièveté est une conséquence du modèle plutôt qu'un présupposé.
Et il y a des thérapies brèves qui peuvent parfois être longues. Mais le fait de dire thérapie brève était aussi une façon de le présenter de cette manière-là, même si une autre caractéristique des thérapies brèves vient aussi de l'anglais. Brief, en anglais, ne veut pas seulement dire court. Brief ne veut pas dire short. Brief veut dire to the point. C'est-à-dire que les thérapies brèves vont à l'efficacité, vont à un endroit précis, vont vers un objectif et ne cherchent pas, peut-être contrairement à la psychanalyse, à résoudre la condition humaine ou à se pencher sur l'analyse d'un individu. Donc le premier de ces facteurs, c'est une certaine pression économique de la part des assurances privées auxquelles un certain nombre de théoriciens ont répondu. Un autre de ces facteurs, c'est tout simplement les psychologues. Pourquoi les psychologues? Parce que contrairement à la France, où Lacan a ouvert la psychanalyse à beaucoup de monde, y compris à des gens qui n'étaient pas dans le monde du soin, par exemple à des philosophes, à des anthropologues, ou même à tout un chacun qui aurait vécu une psychanalyse et qui voudrait devenir psychanalyste après un certain nombre de démarches, tout le monde pouvait devenir psychanalyste. Et les liens entre la psychanalyse et la médecine ont même été longuement discutés, débattus parmi les psychanalystes. Par contre, aux États-Unis, les psychanalystes sont des psychiatres, et les psychiatres sont les psychanalystes. Les psychologues, beaucoup d'entre eux, se voient refuser l'accès dans les cercles psychanalytiques américains. Et c'est pourquoi un certain nombre d'entre eux décident de créer leur propre modèle et de partir sur leur thérapie. Un des premiers à se mettre dans cette optique-là, par exemple, c'est Carl Rogers. Carl Rogers, qui est un psychologue imminent, qui a amené énormément de choses à la psychothérapie, à la relation humaine, à la façon dont on conçoit les soins. Il y a même encore beaucoup de pratiques de soins, notamment en psychiatrie, qui sont inspirées de Rogers, parfois sans le savoir. Aussi tout son travail sur l'empathie et sur la relation. Bref, Carl Rogers crée son modèle qui est la Client-Centered Therapy, la thérapie centrée sur le patient, centrée sur le client. Oui, alors petite parenthèse, les thérapies brèves, surtout aux États-Unis, ont tendance à utiliser le mot client. Il faut bien comprendre que la connotation du mot client n'est pas uniquement commerciale. En France, on a un certain nombre de difficultés à admettre la dimension commerciale du soin, même si de facto elle existe. Mais dans client, en anglais, il y a aussi la notion de demande. Le client, c'est quand même le demandeur des soins. Et Rogers va initier quelque chose qui va vraiment beaucoup se répandre, qui va influencer énormément de monde, qui va énormément influencé Erikson d'ailleurs, même s'il ne le dira pas très ouvertement, mais on peut reconnaître plein de concepts rogersiens dans la façon de travailler d'Erikson. Et donc les psychologues et le travail des psychologues est un facteur assez déterminant. Un autre facteur qui peut avoir son importance, tout bêtement, ce sont les banlieues chaudes. Là aussi, les banlieues avec de la délinquance, avec de l'immigration pas toujours très bien régulée et pas toujours très bien gérée, eh bien, va entraîner un certain nombre de phénomènes sociaux, une paupérisation et un certain nombre de difficultés dans les banlieues chaudes. Une vingtaine d'années avant qu'on se mette à en parler en France. Et donc, à partir du moment où il y a ce problème de banlieue chaude avec de la délinquance, on se dit il faut aller aider ces jeunes qui ont peut-être des soucis et des difficultés qu'il va falloir aller aider. Ce serait beaucoup trop coûteux d'envoyer un psychiatre derrière chaque jeune pour pouvoir l'aider. Alors on envoie au feu, j'ai envie de dire, dans des centres de soins et dans des centres sociaux, on envoie des travailleurs sociaux. Et c'est vrai qu'un grand nombre d'auteurs et de théoriciens et de praticiens de thérapie brève à l'époque et d'auteurs de livres sont des travailleurs sociaux dont certains, comme Virginia Satir, Steve DeShazer, etc., ont laissé une trace très importante dans le monde des thérapies brèves. Un autre de ces facteurs vient de la modernisation de la façon de regarder le soin et de regarder la médecine. L'effet placebo. L'effet placebo nous montre qu'il y a des tas de facteurs qui jouent dans l'efficacité d'un soin. Et l'effet placebo, on s'en rend de plus en plus compte avec l'effet statistique. On se rend compte que le meilleur moyen de tester un médicament, c'est de le tester sur un grand nombre de personnes pour observer une différence avec un autre médicament ou une différence avec le placebo. Et on s'aperçoit que pour la thérapie aussi, il serait intéressant de regarder ce qui se passe sur des grands nombres, ou de regarder ce qui se passe sur beaucoup de pratiques, ou de pouvoir comparer les choses plutôt que de rester avec des convictions. Parce qu'il faut bien dire que jusque-là, tout tenait sur des convictions. Le concept, par exemple, de complexe de castration dans la psychanalyse est une généralisation qui a été faite à partir d'un cas. Un des plus grands livres de psychanalyse qui est très important, qui permet de comprendre beaucoup de choses et qui se lit très agréablement comme un roman, c'est 5 psychanalyses de Freud. Mais 5 psychanalyses, il n'y en a que 5.
et puis c'est seulement le praticien qui les regarde. À partir du moment où il y a des moyens plus modernes, eh bien on peut comparer, on peut comptabiliser, et puis même la vidéo, ça a beaucoup joué la vidéo, on peut filmer. À partir des années 50, on peut beaucoup plus facilement qu'avant filmer une séance de thérapie, la regarder ensemble avec plusieurs thérapeutes et faire pause, comparer, se demander pourquoi telle question a été posée, comment ça se fait qu'à ce moment-là ça a donné tel et tel développement. Et si on est dans des thérapies plus pragmatiques, qui cherchent à aller to the point, qui cherchent à rendre le changement effectif, mais on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Et cette question de qu'est-ce qui fonctionne, qui va prendre de plus en plus de place, et au fur et à mesure elle va prendre même plus de place que la question qu'est-ce qui est vrai. Et ça va beaucoup contribuer aussi à l'évolution des thérapies brèves. Bref, oui non, c'est marrant de dire bref quand on parle des thérapies brèves. Bref, tous ces facteurs-là font que, entre guillemets, le monde de la psychologie et de la psychiatrie et de la psychothérapie est prêt pour que des nouvelles thérapies émergent. Megler, dans son livre, fait une distinction qui me paraît vraiment intéressante. Il distingue deux grands groupes qu'il va appeler d'un côté les théoriciens et de l'autre côté les pragmatiques. Les théoriciens sont les thérapeutes qui vont dire « Ok, très bien, nous allons créer des thérapies brèves, mais nous avons besoin d'une théorie du psychisme. Nous avons besoin de savoir à quoi on se réfère quand on parle du psychisme, savoir quel est cet objet, pour savoir ce qu'on va faire quand on va travailler dessus. » Et à partir du moment où ils sont théoriciens, eh bien en gros, là aussi, ils ont deux possibilités. Soit se mettre dans la droite ligne de la psychanalyse et adapter ça, c'est ce qu'on va appeler les psychothérapies d'inspiration psychanalytique, qui sont très pratiquées, et qui sont encore pratiquées aujourd'hui avec des écoles de psychothérapie d'inspiration psychanalytique qui font encore beaucoup évoluer le modèle. Je pense à certaines écoles suisses, notamment, qui sont très actives et qui travaillent énormément sur la relation dans le cadre de ce genre de modèle. Donc c'est-à-dire quoi? On va garder l'idée d'un relationnel, on va garder l'idée par exemple du transfert, du contre-transfert, de l'interprétation, on va garder l'idée de parler des rêves et des contenus refoulés, etc. Mais on va faire un nombre de séances limité, on va cibler une thématique ou un objectif plutôt que de faire une analyse générale de l'individu. Et on va faire des psychothérapies d'inspiration psychanalytique, par exemple. Ou alors, si on ne va pas dans la droite ligne de la psychanalyse, eh bien en général, on va avoir des théories qui vont s'y opposer. Alors par exemple, la plus célèbre, et qui a été par la suite beaucoup validée, ça a été la thérapie cognitive, qui deviendra après cognitive et comportementale, où là on va s'appuyer sur d'autres modèles du psychisme, le modèle de la réponse, le modèle du réflexe, le modèle aussi qu'il y a les émotions, les cognitions et les comportements, et que l'interaction entre ces trois phénomènes va donner les phénomènes symptomatiques et le psychisme qu'on observe. Bref, il y a une théorie du psychisme qui entraîne des pratiques radicalement différentes. Par exemple, pour changer un problème d'ordre comportemental, on va proposer des schémas de reprogrammation. Pour changer une cognition, par exemple une peur, on va proposer des tâches d'exposition progressive à ce qui nous fait le plus peur, etc., etc. Et donc cette théorie va donner lieu à des thérapies qui n'ont fait qu'évoluer avec les TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, de la première, deuxième, troisième vague, etc. Il y a aussi d'autres théories, un peu moins connues en France, mais qui sont pratiquées dans beaucoup d'endroits, qui s'appuient sur une forme de théorie du psychisme, de la façon dont nous fonctionnons, par exemple la Gestalt thérapie de Fritz Perls, il y a aussi l'analyse transactionnelle de Berne, il y en a plein d'autres, plein de théories qui vont donner des applications de psychothérapie. De l'autre côté, si on n'est pas théoricien, eh bien on entre dans le camp des pragmatiques. Que se disent les pragmatiques? Les pragmatiques se disent, au fond, le psychisme, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose sur lequel, d'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord. Les définitions du psychisme, elles varient selon qui en parle. Et puis, finalement, y a-t-il vraiment besoin d'avoir une idée de ce qu'est le psychisme pour pouvoir changer quelque chose? La question est-elle comment nous fonctionnons, ou la question est-elle comment on fait pour arriver à changer? Et il est possible que ces questions soient disjointes en fait. La question qu'ils vont commencer à se poser, les pragmatiques, c'est comment on fait pour que ça fonctionne? Comment on fait pour aider les gens à produire le changement dont ils ont besoin de façon efficace, la plus brève possible et durable. On pourrait dire qu'en tête de ce mouvement des pragmatiques, il y a l'école de Palo Alto. L'école de Palo Alto, ce sont des gens qui se sont réunis avec pour objectif d'étudier
pas seulement la thérapie, mais aussi la communication et un certain nombre d'autres domaines. Et donc ils vont être très intéressés par la thérapie et se demander quels sont les moyens de communication que nous avons à notre disposition pour changer le fonctionnement d'un système, pour changer le fonctionnement d'un problème, pour changer le fonctionnement d'une solution. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de retrouver l'origine ou de comprendre comment les choses sont arrivées, il s'agit d'en changer le fonctionnement, ce qui n'est pas moins complexe, ce qui est quand même d'un certain niveau de complexité et qui est très intéressant en termes de communication, mais qui est dans la pragmatique et qui demande à ce que les choses fonctionnent et se mettent à changer réellement. On peut dire donc qu'il y a Palo Alto, avec Bateson, le fondateur de Palo Alto, et puis qu'il y a Ericsson. Ericsson a une grande influence dans cet aspect-là, parce que Ericsson était quelqu'un de réaliste et de pragmatique qui aidait les gens à changer quelque chose dans leur vie avec l'hypnose. Et d'ailleurs, Palo Alto et Ericsson ont été très proches. Les gens de Palo Alto ont beaucoup étudié Ericsson en se demandant mais comment fait-il pour arriver à faire ce genre de thérapie. Ils en sont arrivés à l'idée que si Ericsson ça fonctionnait bien, c'est parce qu'il avait des excellentes relations avec les gens, et s'il avait des bonnes relations avec les gens, c'est parce qu'il avait une très bonne communication. Et ils ont commencé à travailler d'ailleurs la communication à Palo Alto à partir de ce que faisait Ericsson, en enlevant l'aspect transformel pour arriver à, entre guillemets, de l'hypnose sans transe, c'est-à-dire de la communication thérapeutique et toutes les théories qui sont allées derrière, notamment avec la systémie et la thérapie familiale. Et à partir de ces deux racines que sont Ericsson et Bateson, vont naître tout un tas de thérapies, par exemple les thérapies orientées vers la solution par Steve DeShazer, les thérapies narratives par Michael White, mais aussi on peut citer la thérapie provocative, on peut citer la thérapie paradoxale, les thérapies brèves systémiques, les thérapies systémiques familiales, etc., etc. Un certain nombre de modèles de thérapie qui sont différentes entre elles, mais qui toutes se réclament d'une même origine, qui est souvent autour d'Ericsson, de Bateson et un petit peu de Rogers. Et je précise quand même que ces thérapies-là, que j'ai appelées, enfin que Megley appelle les pragmatiques, c'est souvent celles-là que par abus de langage on appelle les thérapies brèves. C'est vrai que dans le monde francophone du moins, quand on parle de thérapie brève, on fait souvent référence à ça. Il y a une revue par exemple qui s'appelle Hypnose et thérapie brève. Dans cette revue Hypnose et thérapie brève, vous entendrez plutôt parler des thérapies telles que je viens de les citer, la thérapie orientée solution, la thérapie systémique, la thérapie stratégique, etc. Stricto sensu, si on veut être vraiment précis, la thérapie cognitive et comportementale ou les thérapies d'inspiration psychanalytique sont des thérapies brèves, et parfois ceux qui les pratiquent en parlent comme telles, mais c'est vrai que dans le langage usuel, on a souvent tendance à appeler, et c'est une erreur, c'est un abus de langage, d'appeler la partie pragmatique, on a tendance à appeler ça les thérapies brèves. Donc si quelqu'un vous parle de thérapie brève, vous seriez bien inspiré de lui demander de quoi il cause exactement. Ça pourrait vous aider à savoir un petit peu où est-ce qu'il se situe là-dedans. Alors, pareil, s'il n'a pas lu le bouquin de Megley, ça ne lui dira rien qu'on lui dise c'était dans les pragmatiques ou dans les théoriciens, mais vous, ça peut vous permettre d'avoir une sorte de cartographie un petit peu du paysage de la thérapie. Donc effectivement, on a en gros les courants qu'on entend le plus, en tout cas dans le monde francophone, c'est quand même les thérapies d'inspiration analytique et la psychanalyse, donc qui cherchent à déterminer un petit peu comme on dit, la vérité du sujet, qui cherche à dénouer les nœuds de comment la personne en est arrivée là, et elle le fait au travers d'un dispositif assez précis qui analyse le transfert, le contre-transfert, c'est-à-dire la névrose en quelque sorte qui s'installe entre le patient et le thérapeute. L'autre courant très connu, c'est la thérapie cognitive et comportementale, qui effectivement aide les personnes à résoudre un certain nombre de problèmes, et qui a beaucoup évolué, qui s'est intéressé aux cognitions, qui s'est intéressé au comportement, et qui actuellement dans les TCC qu'on appelle de la troisième vague, s'intéresse de plus en plus à la relation, s'intéresse aux émotions, s'intéresse aussi à la méditation de pleine conscience. Il y a beaucoup de liens entre la méditation de pleine conscience et, enfin dite de pleine conscience, même si c'est une mauvaise traduction, et la thérapie cognitive et comportementale de troisième vague, et aussi ce qu'on appelle, et qui est un petit peu là-dedans, les thérapies ACT, les thérapies d'acceptation et d'engagement. Et puis vous avez de l'autre côté l'hypnose et les thérapies brèves, qui sont ce grand courant avec différentes familles et des sous-familles et des différentes thérapies, mais qui en fait quand on les regarde, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs créateurs de thérapies qui ont voulu avoir un petit peu une marque déposée et présenter leur modèle, mais quand on regarde ça attentivement et qu'on les pratique, on s'aperçoit qu'elles sont miscibles entre elles, qu'on peut les mélanger assez facilement, parce qu'elles ont des racines communes.
Alors comme je m'intéresse surtout à ce courant-là là, que j'ai appelé les pragmatiques, et que c'est le genre de thérapie que je pratique le plus, même si je connais les autres, mais c'est celle-là que je pratique particulièrement, j'en suis venu à me demander qu'est-ce qu'elles avaient en commun, et il me semble qu'il y a 4 facteurs qui sont très importants, et qui sont un petit peu la marque de fabrique, même s'ils sont un peu partagés par les autres, mais il y a 4 facteurs qui ont été vraiment mis en avant et qui ont une grande importance dans ces thérapies brèves. Le premier de ces facteurs, c'est l'aspect corporel, et ça je pense que c'est aussi un héritage de l'hypnose, c'est-à-dire que dans ces thérapies-là, on s'intéresse aussi au langage corporel, on s'intéresse aussi au ressenti corporel, ce qui est très important, puisque finalement, quand on a des émotions, eh bien c'est souvent dans le corps qu'on en ressent des choses, quand on comprend quelque chose, quand on dit quelque chose, notre corps s'exprime, notre corps ressent, donc quand on pratique l'hypnose, c'est flagrant qu'on va s'y intéresser, quand on pratique les autres thérapies brèves aussi, le langage corporel compte, le langage paraverbal, non verbal, peut également compter. Donc première caractéristique importante de ces thérapies brèves, c'est l'importance donnée au corps. La deuxième caractéristique qui me paraît très importante, c'est l'importance donnée aux ressources, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas seulement à résoudre des problèmes, des fois on ne cherche même pas du tout à résoudre des problèmes, on cherche à changer un fonctionnement pour accéder à des ressources et des compétences. Ce qui compte n'est pas tant le problème, ni même bien sûr son origine, ce qui compte c'est sur quoi on peut s'appuyer, quelles sont les ressources et les compétences des personnes que l'on peut mobiliser dans le but d'avancer vers un objectif souhaité. Donc ça c'est une dimension très importante. La troisième dimension qui est extrêmement importante, c'est la dimension de communication. La dimension de communication, c'est-à-dire que pour les héritiers un petit peu de Palo Alto et d'Erickson, la façon dont on formule les phrases, ce qu'on dit, compte, ce qu'on dit a une grande importance. Donc on va faire très attention aux formulations, et pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie par exemple à la vidéo qui s'appelle Pas de mais ni de si, de comme si, dans laquelle j'expose par exemple certains principes de communication auxquels les gens des thérapies brèves vont être extrêmement attentifs. Ils vont plus soigner leur communication et la façon dont ils passent un message plutôt que leur connaissance ultra profonde de la psychopathologie, même quand ils ont une bonne connaissance de la psychopathologie. Pourquoi cela ? Parce que finalement, il y a un certain nombre de problèmes dans la vie dont on ne peut pas changer le fond. Il y a certaines circonstances de vie, il y a certains événements qui nous sont arrivés, on ne peut pas les changer. Et ce qui nous fait souffrir généralement, au-delà de ce qui s'est passé, ce qui nous fait souffrir, c'est aussi la façon dont on le regarde, la façon dont on regarde notre vie. Et donc, le but de la thérapie n'est pas tellement de changer la réalité, le but de la thérapie est de porter un regard différent. Et pour porter un regard différent, il faut parler différemment de la chose. Quand on en parle différemment, on se sent différent. Et vous pouvez en voir des exemples dans votre vie quotidienne si vous vous mettez à parler de quelque chose. Par exemple, si vous parlez de votre adolescence, là aujourd'hui, puis si on se retrouve dans 10 ans et que je vous redemande de parler de votre adolescence, vous n'allez pas me raconter tout à fait pareil, ou si je vous demande d'en parler il y a 10 ans, vous n'allez pas m'en parler tout à fait pareil. Ou par exemple, quand quelque chose de difficile nous arrive, des fois sur le coup on se dit que c'est vraiment horrible, et il peut arriver que des années après, on se dise mais finalement, presque heureusement que ça m'est arrivé, parce que ça m'a permis quand même de découvrir ceci ou cela, ou ça m'a permis de grandir de telle manière, ou ça m'a permis de rencontrer telle personne. Donc on voit bien que la façon d'en parler détermine la façon dont on le regarde, et la façon dont on le regarde est déterminée par la façon dont on en parle, et c'est pour ça que la communication en thérapie brève, et je pense que vous le sentez bien au travers des différentes vidéos de Comme Si, pour ceux qui regardent la chaîne depuis le début, c'est quelque chose d'extrêmement important en thérapie brève. Et puis enfin la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est la dimension systémique, c'est-à-dire la dimension relationnelle. Et ça a été vraiment impulsé par la systémie, c'est-à-dire que on ne regarde pas un individu isolé, on ne fait pas la thérapie d'un mois encapsulé, isolé absolument du reste. Quand quelqu'un vient nous voir, il est avec ses relations. Pas seulement avec ses relations passées qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui, mais avec ses relations au présent, avec tout ce qu'il porte en lui et qui est relationnel. Et quand quelque chose change dans l'individu, ça se répercute aussi sur tout un système relationnel. Et ça, c'est une dimension qui est vraiment tenue beaucoup en compte. Alors, j'ai pas le temps de détailler ces 4 notions, même si ça pourrait être très intéressant, mais ça rendrait la vidéo décidément trop longue. En tout cas, ces thérapies brèves-là, même si encore une fois, et plus le temps avance, notamment je pense aux thérapies ACT, etc., on partage de plus en plus de choses en commun. C'est un peu les marques de fabrique et les choses qui sont fondamentales pour moi dans ces thérapies-là, c'est le lien au corps, aux ressources, à la communication, et à l'importance qu'on y accorde, et aux relations et à la systémie.
Et ce qui me paraît intéressant, c'est que ces 4 aspects-là étaient des aspects importants de la pratique d'Erickson, finalement. C'est-à-dire que c'est effectivement quelqu'un qui pensait que la thérapie était là pour aider les gens à regarder les choses autrement, à évoluer par rapport à leur souffrance, en partant de leurs pensées. C'est quelqu'un qui était passé maître dans l'art de la communication, c'est quelqu'un qui s'intéressait évidemment au langage corporel, sinon c'est très difficile de faire de l'hypnose, et c'est quand même le premier systémicien, c'est le premier thérapeute qui au grand étonnement de ses pairs et de ses contemporains, recevait plus d'un patient dans la pièce et regardait aussi les relations familiales. À sa manière, Erickson était très solutionniste, à sa manière, Erickson était narrativiste, à sa manière, Erickson était provocatif, à sa manière, Erickson était un systémicien, et tous ces aspects-là ont été tirés chacun d'un côté et poussés à l'extrême par certains concepteurs de thérapie brève. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette idée de l'intégratif, c'est-à-dire de prendre ce qui est le plus intéressant dans tous ces modèles et de les remettre ensemble. Et un peu comme si tous ces aspects du travail de Milton Erickson avaient été séparés, développés, et que maintenant on essayait de les remettre ensemble. Et c'est comme un espèce de retour aux sources. Et je pense qu'il y a un mouvement en ce moment de recommencer à s'intéresser à Erickson un petit peu tel qu'il était, et pas tel que ce qu'on en a fait, et c'est aussi de remettre ensemble différents aspects de son travail, à la fois sur l'hypnose, et à la fois sur ce qu'il faisait quand il ne faisait pas que de l'hypnose. Et donc ces thérapies-là sont des thérapies récentes, modernes même, certaines même on pourrait dire post-modernes, je m'en expliquerai peut-être une autre fois, et elles se sont développées vraiment beaucoup dans les années 70, 80, et évidemment toujours avec un temps de retard, on les a découverts en France dans les années 90-2000. Voilà, j'espère que cette présentation des thérapies brèves, très brève, vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires, et si vous avez besoin de bibliographie, déjà dans un premier temps, je vous recommande vraiment le bouquin de Maiglé sur les thérapies brèves, au moins il clarifie les choses. Je peux vous donner aussi une ou deux autres recommandations dans la description ou en commentaire s'il y a d'autres questions. Vivement la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'actualité de l'hypnose, c'est-à-dire de ce qui s'est passé par contre pour l'hypnose après Erickson et jusqu'à aujourd'hui, et le paysage actuel de l'hypnose, du moins en France, et pour le moment une photographie actuelle. Vous voyez, comme si on prenait une photo de l'hypnose. Alors je ne sais pas ce que ça donnerait une photo de l'hypnose. Vous imaginez l'hypnose, déjà c'est dur à se représenter, vous l'avez compris, c'est dur à définir, et si tu prends une photo de l'hypnose, ce serait un peu comme si...